Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir chers amis auditeurs, merci de nous retrouver, nous sommes en direct sur Radio M, ensemble une heure durant laquelle nous allons passer en revue l'essentiel de l'actualité de cette semaine, en tout cas à travers les yeux et les oreilles de nos journalistes ici présents ce soir. Avec nous ce soir Ammar Inegreshen, journaliste écrivain, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là parmi nous. Il y a aussi Ahmed Boubekri de DMA, Dernière Minute d'Algérie, le site d'information, bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Et puis le Qadi Hussein, directeur d'Interface Média. Bonsoir. Et Amma, c'est la première fois que tu le présentes. C'est la première fois. Tu as un peu écorché son nom, donc on se rend compte que c'est la première fois. Ingreshen. Nous on l'avale, on dit Ingreshen. Ok. Voilà. Parce que Ingreshen, j'ai mal fait. Il a rien dit en tout cas. Non, c'est pas grave. Je préfère Ingreshen, mais. Voilà. Ingreshen. Oui, il se met à l'anglais, oui aussi. Voilà. Ingreshen. Alors, un tour de l'actualité en images, peut-être une information qui vous a marqué. Pour faire le tour de table, on va commencer par Ingreshen. C'est très personnel. J'ai fait quelques posts sur Facebook contre le forum du dialogue initié par Habi. Il se trouve que ce même monsieur m'a répondu. Il m'a accusé à tort de m'être prosterné devant Bouteflika, alors que pour les Algériens, quand Bouteflika est arrivé, j'étais au CEM. J'étais très jeune. Et ça se voit pas, c'est ça? J'ai les yeux écarquillés, j'ai rien dit. J'étais au CM et je n'ai eu affaire avec Bouteflika et son système ni de près ni de loin. Je rappelle quand même aux Algériens que Rahabi a été ministre de ce même Bouteflika qu'il semble prendre pour un monstre aujourd'hui. Voilà. Je n'ai pas du tout eu affaire avec Bouteflika. Lui, si. Avec tout le système. Mise au point nécessaire pour Ingreshen. Voilà. Alors, Ahmed Boubekri. Moi, c'est la joie des Marocains dans la rue lors de la qualification de l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique. C'est rare de voir ça. Pourquoi des Marocains, du public marocain? Des deux côtés, pas des publics marocains. C'est surtout des publics algériens qui n'a pas souvent, qui ne sortent pas souvent pour fêter la qualification de nos frères marocains. J'évoque les deux pays parce qu'il y a des tensions politiques entre les deux pays, ce qui n'est pas le cas entre les deux peuples. Voilà, c'est l'image qui vous a marqué, Ihsan. Le foot, évidemment. Le foot, l'extraordinaire joie que nous a offert la qualification de l'Algérie en finale de la CAN, 29 ans. Et puis, ce tweet de Kamal Cherif, excellent intervenant sur Twitter, qui dit que toutes les personnalités qui ont contribué à empêcher les binationaux algériens à avoir des fonctions dans l'État devraient s'interdire de fêter les succès de l'équipe nationale. C'est magnifique, je trouve ça magnifique. Quand on voit l'apport des binationaux, le rôle de la diaspora dans cette magnifique joie populaire commune, on devrait avoir honte d'avoir voté des lois qui leur interdisent des hautes fonctions dans ce pays. Voilà, ça rétablit les choses. Alors messieurs, moi je vous invite à commencer à l'émission tout de suite par cette initiative qui a encore des conséquences là, le Forum civil pour le changement, qui propose donc une médiation et des noms surtout, 13 personnalités pour être des médiateurs et dialoguer avec le pouvoir. Alors ce qui est curieux, c'est que l'information n'a pas fini d'être décortiquée, que l'on a des démentis, on va en parler durant cette émission. On peut citer quelques noms qui ont été avancés et dont on dit des personnalités prêtes à y aller. Parmi elles, alors, il y a Hamrouche, Moqdet Sifi, il y a Karim Younes, l'ancien responsable de l'Assemblée, il y a Talib Ibrahimi, il y a Jamila Bouhired aussi qui est citée, il y a Benabou, la constitutionnaliste, Nasser Djabi, le sociologue,
Mustafa Bouchechi, l'avocat et le militant des droits de l'homme qu'on connaît. Il y a Benatia Islam, des noms aussi que je connais pas. On va peut-être pouvoir en parler, comme Smaïl Almassi, on le connaît. ça a fait rire Yassine. Lies Merabot, et puis Nefissa Lahroche et Aïcha Zenaï. Alors des noms qui sont avancés, 13 personnalités prêtes à être des médiateurs avec le pouvoir. Plusieurs d'entre elles ont démenti. La dernière, c'est Jamila Bouhired à l'instant. J'étais en train de lire l'article, permettez-moi de le citer. Alors, Jamila Bouhired, qui est citée donc par le site d'information d'Al-Watan, qui dément toute association à cette initiative pour le moins obscure, dit-elle, dans un communiqué. Elle exprime sa stupéfaction et assure qu'elle n'a pas été contactée au préalable. Voilà. Donc c'est quand même assez curieux que l'on avance cette initiative. Au moment où on se pose des questions autour de cette initiative, est-ce que c'est celle qui a été évoquée par Ben Saleh ou pas? Enfin, beaucoup de choses. Alors première réaction déjà par rapport à cette information qui vient de tomber. Et elle n'est pas la seule. Hein. On a déjà le sentiment d'un gâchis. On a déjà le sentiment, moi j'ai le sentiment d'un gâchis, parce que Abdelrahman Arar, le responsable, le porte-parole du Forum civil qui a décliné cette liste de 13 personnes, qui rentre un peu en résonance avec d'autres initiatives, était supposé le faire en même temps que les acteurs de la conférence du 15 juin, les acteurs de la société civile. C'était un projet qui était sur la table, il était question de travailler sur des profils, peut-être pas autant, mais travailler sur des profils et les proposer en commun. Cette idée a émergé depuis le semi-échec de la conférence du 6 juin. Donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas prendre nous-mêmes, puisque de toute façon dans ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, la partie qui est la moins attaquée, qui paraît être la plus crédible, c'est quand même celle de la société civile. Et donc si les propositions de médiation venaient de la société civile, il y aurait des chances que ça soit plus ou moins accepté. Et en tous les cas, on ne laisserait pas le pouvoir faire des propositions tout seul. Est-ce que ça signifie que, en faisant ce type de proposition, on entre tout à fait sur l'agenda qu'a proposé Ben Saleh le 3 juillet? Non, évidemment, non. Mais l'idée d'organiser un débat, de le confier à des personnalités indépendantes est une idée qui était l'émanation de la société civile déjà dès le départ. Et donc, il n'y avait pas de raison de ne pas faire un casting et de proposer. Le problème qui s'est déroulé, c'est que, entre la tendance, les trois grandes tendances qu'il y a dans cette société civile organisée du 15 juin, une s'est détachée, c'est un peu précipité de mon point de vue, c'est celle du Forum civil qui est parti un peu seul avec cette initiative. Je le déplore. J'ai aucun doute que Abdelrahman Arar, qu'on souhaitait avoir avec nous, mais qui n'a malheureusement s'est excusé parce qu'il était sur un autre plateau. J'ai aucun doute que c'est de la bonne volonté, qu'il essaie de faire avancer les choses et qu'il est nourri par un esprit patriotique et démocratique pour essayer de faire avancer les choses. Mais je pense que dans la façon de faire, il y a visiblement de la précipitation et on le ressent déjà tout de suite. On est à 5 personnalités qui ont déjà dit qu'elles n'étaient pas concernées, qu'elles se sentaient pas concernées. Il y a Nasser Djabi, il y a Bouchachi et les 2 personnes que tu as citées. La seule personne qui a fait écho à cette initiative, c'est Karim Younes. Bon, après on peut se poser des questions de savoir qui sont les personnalités qui sont réellement envisagé pour ce type de dialogue. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais je déplore le fait qu'on n'ait pas eu le temps de travailler sérieusement avec toutes les dynamiques de la société civile pour faire un casting peut-être moins ambitieux, mais en tous les cas sérieux, avec des personnes avec lesquelles on aura déjà discuté, qui auraient donné leur accord et qui seraient mises d'accord entre elles pour savoir comment elle pourrait animer ce débat. Tout ça, on n'a pas eu le temps de le faire. Alors justement, comment donner du crédit à cette initiative à un moment précis où plusieurs personnes vous disent, plusieurs initiateurs en tout cas, disent qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils ne l'ont jamais été. En fait, l'initiative semble avoir du plomb dans les ailes parce que d'abord la manière avec laquelle elle a été déclinée à l'opinion nous laisse un peu pantois. Moi j'ai appris l'information par le biais d'un post fait par Karim Younes sur sa page Facebook et il parlait d'une médiation dont je ne connaissais absolument rien. Il n'y a pas eu de conférence de presse, il n'y a rien eu, on ne sait pas. Donc cette il y en a eu une. Mais moi j'ai eu l'information avant. Ce matin, il y a eu une conférence de presse du Forum civil. Avant l'annonce. C'était pour l'annonce. Oui. Mais l'information a circulé avant. Moi j'ai eu l'information pas les 13 hier. Non, que Karim Younes. Oui, mais Karim Younes a réagi, c'est tout. Mais cette façon de décliner une proposition de sortie de crise, c'est quand même sérieux. On est en train de vivre une situation de crise
très profonde. Donc le moins que l'on puisse faire, c'est d'être plus ou moins rigoureux dans la manière de communiquer, dans la manière de parler, d'associer les gens. Là, on apprend que Jamila Bouhired n'a pas été associé. Nasser Djabi, dont le nom a été donné, a fait un démenti. C'est le même cas de Bouchachi. Mourtad Sifi aussi a démenti. Mourtad Sifi. Voilà, c'est pas très sérieux. On ne peut pas avancer une initiative politique à laquelle on assigne une mission aussi importante d'une façon aussi maladroite. Donc, je pense que c'est pas très sérieux. Et d'un côté, je me dis tant mieux parce que ça semble. Ça ne s'inscrit pas dans une logique, dans la logique du mouvement citoyen qui agite le pays depuis un certain temps. On ne peut pas poignarder comme ça le mouvement dans le dos gratuitement. Ahmed, on a envie, on est tenté en tout cas d'associer et ce qui vient de se passer, ces nouvelles déclarations avec l'initiative de Ben Saleh maintenant. Bon. On peut la rappeler, hein, c'est l'initiative d'aller au dialogue sans le gouvernement, a-t-il dit, sans l'armée. Voilà, il avait annoncé en fait avant, il a anticipé, il a annoncé une conférence avant même qu'elle ne soit annoncée elle-même par le mouvement populaire qui est concerné directement. Moi, je pense que on est sur le terrain des personnalités. Il y a un affrontement sur le terrain qui conduira le dialogue. Comment ne pas laisser le pouvoir décider tout seul de qui conduira le dialogue, d'autant plus que hier, un communiqué de la présidence a annoncé que la liste des personnalités qui vont conduire le dialogue va être dévoilée très prochainement, voire bientôt. Donc, pour ce qui est de ce qui s'est passé pour la conférence de ce matin du Forum civil pour le changement, je pense que le factuel l'a rappelé Radé Hassan, mais d'après mes informations, il y a plusieurs jours que le Forum civil travaille dans ce sens, c'est-à-dire essayer de contacter des personnalités. Maintenant, comment ils ont procédé, comment ils ont d'abord choisi le chiffre de 13, quel équilibre, sur quel équilibre. Ça porte malheur, en tout cas. Comment ils ont procédé? Est-ce qu'ils ont demandé l'accord de X ou Y, Z? Je n'en sais rien. Sincèrement, je ne sais pas, d'autant plus qu'on a des démentis en cascade. Mais je pense que chaque initiative est un plus. Ce n'est pas est un plus sur la scène politique. Ce n'est pas de l'intérêt de la société civile et de la société politique de s'affronter entre elles. Et donc, il y a Kéyin Grachin qui voit des gens qui poignardent le mouvement dans le dos. Exactement, ouais. Non, d'autant plus. Non, je termine. Hors de question. Je termine. Donc, moi, je pense qu'on a beaucoup de problèmes sur la forme. Et pratiquement, sans faire de procès d'intention, mais la conférence du 6, c'est un peu ça. La conférence du 6, c'est Mazafran bis. Ils sont encore en 2014, c'est ça. Ils sont encore en 2014. Ça veut dire quoi? Que sur la forme, on ne peut pas proposer un document qui n'a pas été discuté avec tous les participants à l'avance. Si on doit faire 2 conférences. L'une, c'est pour que tout le monde parle. La deuxième soit délibérative. Ça veut dire que le document en question soit adopté par la majorité ou pour un peu contracter des consensus. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit procéder. Sinon, il y aura de l'exclusion par l'inefficience. Pour celle d'aujourd'hui, il y a aussi un problème sur la forme. Avant la forme, on ne peut pas aller au fond du problème alors qu'il y a d'énormes suspicions qu'on n'a pas pu avancer de ce côté-là. On en est encore à se poser des questions, à s'interroger sur les personnalités qui vont aller dialoguer ou peut-être entamer une médiation ou peut-être engager quoi que ce soit. On en est encore là. On s'est à peine posé des questions qu'on a des démentis en cascade. C'est pas rien, ça, c'est pas rien. Comment envisager l'avenir maintenant par rapport à ces initiatives? Moi, je voulais juste dire que, en fait, moi, je ne suspecte pas les initiatives gratuitement. C'est que, de toute façon, le pouvoir est amené à dialoguer ou mieux à négocier avec le mouvement tôt ou tard. Mais il y a de l'autre côté des gens qui prétendent représenter le mouvement qui se précipitent. Or, plus
plus on se précipite, moins on est gagnant et on rend service au pouvoir. Et je pense que dans toutes les initiatives qui se sont exprimées jusque-là, il y a davantage des offres de services pour recycler le système que pour provoquer une réelle rupture avec ce système. C'est votre avis. Donc, moi je considère que c'est une haute trahison de la population parce que les Algériens ne sont pas sortis 1000 fois pour revendiquer un changement démocratique, ils sont sortis pour la première fois dans la rue. On n'a pas le droit de nous jouer comme ça des aspirations de millions d'Algériens. C'est notre devoir de gagner un minimum parce que le désastre, il sera politique mais aussi psychique. Ça va être un énorme traumatisme pour les Algériens. Ça va être un blocage c'est pour ça qu'on n'est pas représentatif. représentatif. Donc, il faut vraiment qu'on soit le plus exigeant possible avec les représentants. Il ne faut pas du tout être permissif. La permissivité des Algériens nous a donné des élites faussaires qui ont produit un discours faussaire sur l'histoire, sur la culture, sur la démocratie. On n'a pas le droit de reconduire ce discours faussaire, ces élites faussaires. Encore une fois, on doit être plus exigeant. Cette manière de faire, en fait, démontre bien que la rue a eu raison. C'est maladroit. A eu raison. On associe des gens à une initiative énorme sans même pas les consulter. C'est pas ça. Ça nous renseigne un peu sur le sérieux de cette démarche. Hassan, comment expliquer que le Forum civil pour le changement n'ait pas associé les autres? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il s'est passé que les initiateurs de la conférence du 15 juin, qui est une initiative qui est complètement dans la continuité du mouvement populaire. Bon, Amar Igrachen a fait un break académique de plusieurs mois à Paris qui lui font peut-être perdre des épisodes dans le Hirak, mais les gens se sont un peu fatigués et ont essayé de commencer à réfléchir, des gens qui vont dans la rue tous les vendredis et tous les mardis, à réfléchir à des solutions politiques et formuler des solutions politiques de manière sérieuse. La conférence du 15 juin, c'est une proposition sérieuse qui parle de transition sérieusement, qui propose des mécanismes pour cette transition-là et qui propose le départ du régime dans les mêmes termes dans lequel le propose le mouvement populaire. Donc les grandes phrases sur les élites faussaires, etc. Bon, c'est bien beau, mais il faut bien faire quelque chose. Et dans la rue aujourd'hui, quand on finit de marcher des douches Mourad Oda en fin de journée les vendredis, les gens viennent vers nous. Parce qu'on nous connaît un petit peu, ils nous disent c'est quoi la suite, et donc ça on peut pas ne pas en tenir compte. Après, comment tu formules les solutions? Évidemment, il y a Hamas qui peut aller vite vers les présidentielles dans le spectre, et il y a de l'autre côté des gens qui veulent la constituante, sinon rien. Et il faudra faire de la politique avec tout ça. Et au milieu, Gaël Saleh qui nous tape dessus, Kamel Ajma'in. Et donc il faut sortir avec quelque chose de... Comment ça a pu se faire? Moi je pense que les initiateurs de la conférence du 15 juin de la société civile qui ont joué un rôle aussi le 6 juillet, qui était présent à côté de Rahabi, il y avait notre porte-parole Zeri qui représente notre dynamique et notre initiative qui était à cette table-là, n'ont pas assuré le lead de cette initiative-là. Ils n'ont pas suffisamment assuré. Ils se sont mis trop vite derrière les politiques. Et il était question de reprendre l'initiative en allant vers les partis politiques, en essayant de les rassembler, parce qu'il y a quand même le pôle de l'alternative démocratique, et il y a d'autres pans de la société civile qu'il faut essayer de rassembler dans le même espace. Cette dynamique pour aller rassembler tout le monde, faire la même proposition face au pouvoir, qui lui-même d'ailleurs est divisé, parce qu'entre le discours de Gaël Saleh et le discours de Ben Saleh, moi je vois clairement un schisme. Donc cette démarche-là, il y avait des rythmes différents. Il y avait des rythmes différents, et le rythme du CSA, donc de la Confédération des syndicats autonomes, n'était pas celui du collectif de la société civile auquel moi-même j'appartiens, ou celui du Forum civil dont Abdelrahman Arar est le porte-parole. Celui qui était le plus, on va dire, intéressé pour faire en sorte que des propositions arrivent, c'est le Forum civil. C'est clair que c'est une maladresse, et ce en quoi je rejoins ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. C'est une grosse maladresse d'avoir été tout seul le faire, de ne pas avoir pris le temps de convaincre les autres partenaires de venir le faire, mais ça s'est fait aussi parce que
les syndicats ont traîné un peu des pieds. C'est encore plus grave de citer des noms, alors que ce n'est pas vrai. Si on avait démenti aujourd'hui, c'est encore plus grave. Si je ne me trompe pas, l'histoire de la médiation date d'avant 15 jours. Bien sûr, elle existe. Ouais. Et puis il faut voir de quoi il s'agit. Ouais. Là, on est à un moment où c'est pas quelque chose qui vient du ciel. Talib Ibrahimi, c'est dans la rue, hein. On a les noms il y a une partie des noms. Jamila Bouhed, c'est dans la rue. Il y a plein de gens qui sortent, qui marchent avec ces noms-là. Bouchachi, c'est un acteur, et ainsi de suite. C'est pas quelque chose qui tombe complètement du ciel. Autre chose, on est dans la politique puisqu'on est en train d'avancer. Il s'agit plus de confier à ces personnalités-là la période de transition, comme c'était toujours dit depuis longtemps. Il s'agit de leur confier l'organisation du dialogue. Après, ça peut déboucher sur un rôle dans une éventuelle transition que nous voulons. Mais pourquoi ça devient important? Parce que cette idée-là de confier le dialogue à des personnalités nationales indépendantes, c'est aujourd'hui quelque chose qui est accepté par... et ça, c'est un grand progrès. Le 3 juillet, le président de l'État a accepté de le faire. Voilà. Et donc, c'est un peu normal qu'on vienne en face faire une contre-proposition. Oui. C'est Aral qui parle en son nom quand du Forum civil pour le changement. Bien sûr, mais il parle en son nom quand il parle de conditions comme la libération des détenus. Question. Alors que ça a été, il a parlé de conditions, donc de négocier, d'entamer une médiation. Au nom du Forum des civils. Au nom du Forum des civils. Civil pour le changement. Oui. Et la conférence aujourd'hui. De libération des détenus. Oui. Mais il est d'accord sur ça. Ce qui pose problème, en fait, on a vu l'échec maintenant de la conférence du 6 juillet. Cette initiative va déboucher sur un échec. Pour une raison très simple, c'est que du côté du pouvoir, le dernier son qu'on a entendu parle d'un dialogue pour l'organisation d'une élection présidentielle. Si ces initiatives s'inscrivent dans cette logique d'organisation d'élection présidentielle, c'est de fait voué à l'échec parce que la rue ne veut pas d'élection présidentielle dans les conditions actuelles. Si ces gens veulent une élection présidentielle, ils sont en train de poignarder. On n'a pas parlé de plateforme encore, on n'a pas cité de plateforme, on n'a pas parlé de fond. C'est très important. Déjà, avant de venir, j'étais en train de voir une confusion au sein des réseaux sociaux. On a présenté ces 13 personnalités comme les personnalités choisies par Ben Salah. Beaucoup de confusion, même des sites électroniques hier sur Karim Younes ont parlé d'une invitation de la part de la présidence. Donc, alors qu'il s'agit de cette initiative, il ne s'agit pas, à mon sens, plutôt selon mes informations, que d'une invitation de la présidence. Maintenant, il y a des questions. On doit, à mon avis, faire le point sur un certain nombre de questions, certains détails. Quand on dit que la rue ne veut pas de présidentielle, oui, j'aimerais bien faire ce sondage. Non, je ne vais pas passer comme toute l'émission à dire qui parle au nom de la rue, qui ne parle pas au nom de la rue, qui veut une présidentielle, qui ne veut pas une présidentielle. Au niveau de la classe politique, la majorité veut la présidentielle. Disons la classe politique. De quelle majorité? C'est le Forum du dialogue national. Je parle Habib qui parle d'élection présidentielle. Je parle en termes de même Sofiane Djilali qui faisait partie de l'alternative démocratique. Maintenant, il parle d'une présidentielle. Donc après, dans la rue, personne ne peut dire qu'ils sont pour ou contre on veut forcément déboucher sur des présidentielles. Enfin, ça va aller vers ça. Ce que la rue, à mon sens, selon mon observation à moi, veut, c'est des élections libres et honnêtes. Présidentielle, parlementaire, ce n'est pas encore... Sur ce régime. Il n'y a pas eu de débat sur ça. Il n'y a pas eu de débat sur quelle élection on doit avoir. On veut aller directement vers la présidentielle. D'autres veulent aller vers la constituante. Mais Ahmed, comment engager cette discussion aujourd'hui alors qu'on en est encore à se demander avec qui on va négocier? Et la rue a été claire. Est-ce qu'on continue à parler à la rue ou pas? La rue dit « je ne veux pas entamer quoi que ce soit, y compris des élections ou autres, avec ce même pouvoir ». Et qu'est-ce qu'on lui répond?
en contrepartie, on lui propose des noms qui sont connus. On a cité Karim Ben Younes, on lui propose des démentis en cascade. Karim Younes. Non, j'ai dit Karim Younes. On lui propose aujourd'hui des démissions en cascade. On est encore à s'interroger sur la démarche. Est-ce qu'on est encore à faire avec le même système ou est-ce qu'on a engagé une rupture? Voilà. Quelles sont les conditions? Est-ce que les conditions de la rupture sont là? Je pense qu'on est au début du processus du dialogue. Et un dialogue, il ne doit pas être l'otage ni de la rue, ni du pouvoir, ni de ni d'aucun autre courant politique ou autre parti étrangère ou national ou sécuritaire ou je ne sais pas quoi. Donc le dialogue, ce dialogue, on parle de l'enclenchement du processus du dialogue, on ne parle pas de l'aboutissement du dialogue. Un dialogue peut premier round, ça va pas. Oui, mais avec qui, Ahmed? Avec qui c'est la question. Maintenant, le dialogue, il y a un problème. Je termine, s'il vous plaît. Oui. Il y a un problème. Il y a un problème avec la représentation du Hirak. D'accord. Il y a la partie qui est visible, notamment les partis politiques, ils sont là. Il faut dialoguer avec les partis, les associations. J'aurais préféré que tu commences par les associations et les collectifs, mais ils sont là, qui sont plus représentatifs quand même que des partis politiques. Oui, c'est certainement. Il y a les personnalités aussi qui sont actives sur la scène depuis des années. Il y a d'autres aussi qui émergent dans la rue. Maintenant, il faut voir comment impliquer d'autres wilayas, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit sur la conférence du 6 quand la wilaya de l'intérieur n'était pas représentée, etc. On a l'impression que ça se passe uniquement sur Alger. Même pour les 13, hein. Oui, même pour les 13. Même pour les 13, on est toujours dans le nord. Enfin, il y en a moins, hein. Il y en a moins parce que j'aimerais faire deux précisions. Quand le Hirak dit on veut pas négocier, dialoguer avec ce pouvoir, moi je pense, selon le peu de choses que je connais en sciences sociales et en sciences politiques, que le pouvoir, ce n'est pas une liste de personnes, c'est aussi des mécanismes, c'est des lois, c'est des politiques. Donc, c'est des têtes qui représentent le symbole, qui sont symboliques de l'État. Un pouvoir, ce n'est pas que des têtes. Sofiane Djilali disait la dernière fois que le système s'est effondré parce qu'on a arrêté quelques-unes de ces figures. C'est pas vrai. Le système, c'est d'abord son arsenal de lois répressives. C'est surtout ça. Donc, le système s'est effondré, mais pas l'État. Non, il a dit le régime. Donc, quand le mouvement dit on ne veut pas dialoguer avec ce pouvoir, c'est que aussi bien ses têtes que son mode de fonctionnement. Donc, il faut que le pouvoir se débarrasse de son arsenal antidémocratique. Son arsenal antidémocratique a un nom, c'est ses lois liberticides. Il faut qu'il les abroge, surtout qu'elles sont anticonstitutionnelles. C'est son FLN qui colonise l'imaginaire collectif algérien. Il faut que le FLN qui colonise l'imaginaire soit dissous. Et donc, si le pouvoir ne veut pas se désarmer de son arsenal antidémocratique, c'est le même. Pourquoi je vais négocier avec une dictature? Une dictature, on l'abat d'abord et on commence à négocier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette histoire de dialogue. Rahabi parle de dialogue, Benflis parle de dialogue. Excusez-moi, on parle de dialogue quand deux ou plusieurs parties se rencontrent et décident d'un commun accord du sujet à discuter. Quand le sujet est imposé par une seule partie, quand l'objectif du dialogue est imposé par une seule partie, ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue. C'est un délire. C'est un délire d'une dictature finissante. Il faut arrêter avec ces abus de langage. Ça fait 5 mois. Je m'adresse à l'académicien Ahmed Ammar Ingrachen. Dans les processus révolutionnaires et dans les transitions, il n'y a pas que le modèle qui vient d'évoquer. C'est-à-dire une dictature, on l'abat et ensuite on construit. Il y a plusieurs modèles. Je salue ici le travail de Nebni qui nous a fait une présentation sur un benchmark, une comparaison sur 12 modèles différents dans 12 pays dans le monde. De transition. Et on a des cas où des dictatures ne sont pas abattues d'abord
pour construire ensuite des institutions, mais il y a un processus de transition avec une partie de la dictature qui est sur place et elle se dissout lentement. Il y a le cas chilien, il y a le cas espagnol. Le cas chilien est très peu connu, mais Pinochet a perdu du pouvoir progressivement jusqu'à finir en prison. Ça s'est déroulé sur plusieurs années. Bien. Donc ça, c'est déjà une voie. Et si le mouvement algérien, le mouvement de la révolution du 22 février avait pu abattre complètement le régime, comme l'ont fait les Tunisiens entre Sidi Bouzid le 17 décembre et le 14 janvier Tunis 2011, oui, on est preneurs. On s'est retrouvé sur une table rase et on aurait reconstruit des institutions neuves. On n'est pas dans ce cas de figure et donc il faut réfléchir à des transitions d'une autre nature. Alors, quand on réfléchit à des transitions d'une autre nature, c'est le début du dialogue. Je suis tout à fait d'accord avec Imad. On construit un dialogue. Il y a une première proposition. Moi, je déplore qu'on n'ait pas eu le temps de bien parler de la proposition du président de l'État, Ben Saleh, parce qu'il n'y a pas que la commission des indépendants, il y a aussi le fait qu'il ait renoncé, qu'il ait remis à la société complètement la tâche régalienne de l'organisation des élections. Mais comment Attendez, c'est pour ça qu'on lui a pas donné beaucoup de crédit. Comment? Il a remis. C'est-à-dire la commission, on est dans le modèle Djendoubi. Hein. On est dans le modèle Kamel Djendoubi de l'ISI en Tunisie qui a organisé les élections. C'est ça que veut le pouvoir. À la condition, et c'est là où effectivement il y a un bémol important, que ce soit pour organiser des présidentielles. C'est ça. Est-ce que c'est un facteur qui doit nous interdire de commencer à dialoguer? Bon, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Moi, je dis, si le rapport de force permet de choisir les bonnes personnalités qui vont conduire au dialogue, rien n'interdit qu'ensuite, dans le cours du dialogue, les partis qui sont dans le dialogue, qui sont pas le pouvoir, qui sont l'opposition, la société civile, etc., se mettent d'accord sur changer le cadre. Pourquoi changer le cadre que vient de fixer le pouvoir? On s'empare du mécanisme et on change le contenu. C'est possible. Ça c'est déjà fait. L'important, c'est s'appuyer sur la concession de l'autre pour avancer. Ça ne veut pas dire renoncer au fait qu'on ne va pas directement au présidentiel. On est d'accord que c'est pas avec ça qu'il faut commencer. Oui. Qu'est-ce qui empêche, en fait? Je finis avec ça. Qu'est-ce qui empêche ce mécanisme de démarrer? C'est le modèle répressif qu'a choisi Ahmed Gaïd Saleh pour nous pourrir cette transition. Il nous met des gens en prison, des détenus de la révolution en prison, il nous met des personnalités politiques en prison, etc. Il nous met un ancien moudjahid, une figure nationale en prison, et donc, il nous interdit d'engager tout dialogue possible. Et donc, le préalable de libérer les détenus devient aujourd'hui un facteur invalidant pour toute discussion. C'est très intéressant ce que tu dis. Moi, je vous propose de marquer une petite pause parce qu'on est obligé de s'arrêter. On va revenir et on va s'arrêter à ce point précis. Et ma question sera, je peux vous le dire tout de suite. Donc, ma question sera, est-ce que Ben Saleh a fait tout seul? C'est-à-dire, est-ce qu'il a engagé cette démarche tout seul? Est-ce qu'il parle tout seul ou au nom de Gaïd Saleh? Voilà. À tout de suite. Merci de nous retrouver. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Et nous sommes en direct. Merci de nous retrouver pour la suite de cette émission avec Ammar Ingrashen, journaliste écrivain, qui est avec nous depuis le début de cette émission. Ahmed Boubekri de DMA, dernière minute d'Algérie, qui est aussi là avec nous. Puis le Qadi Hassan, directeur d'interface média Maghreb émergent. Messieurs, où est-ce qu'on en était? On parlait de dialoguer, avec qui la question est toujours posée. Est-ce qu'on a avancé là-dessus? On a évoqué le cas Ben Saleh. Donc, on parlait de Ben Saleh, d'Abdelkader Ben Saleh, le président par intérim. Agit-il aujourd'hui en son nom ou est-ce qu'il parle, ou on a toujours dit qu'Abdelkader Ben Saleh s'était passé, que souvent il s'agissait pas de son initiative, que c'est l'armée qui était derrière. Alors, est-ce que Gaïd Saleh est derrière ou pas? Voilà. C'est la question. Avant de répondre à cette question, moi, par rapport au dialogue, parce que Hassan a évoqué la question de rapport de force, on peut aussi construire un rapport de force à l'intérieur d'un dialogue. Ça, c'est important de le souligner. Pour ça, il faut noter que Gaïd Saleh, par la suite, a salué l'initiative de Ben Saleh. Ce qui explique que largement qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Après, le reste, c'est de la gestion médiatique, de l'opinion publique et la gestion des libertés.
la question des libertés, parce que le rapport de force pour le régime, il ne faut pas oublier que la question des libertés, c'est aussi des matériaux de construction de rapport de force. Donc chacun veut jouer sur les libertés pour construire eux, et l'essaye de casser pour pouvoir un peu dominer, etc. Et je veux dans ce sens évoquer aussi une autre question. Moi, je ne pense pas que les réseaux de l'ex-DRS et tout ce qui est derrière sont totalement anéantis. Donc, ils ne sont pas encore totalement anéantis. C'est ce qui explique parfois la réaction brutale de l'état-major. On a l'impression qu'il parle à ces réseaux plus qu'il parle à la totalité du. Et comment on sait que ces réseaux sont dans les services et qu'ils ne sont pas dans l'armée? Comment on sait qu'ils s'adressent à ces réseaux des services de renseignement et pas à l'armée? Ils s'adressent clairement à ces réseaux sans s'adresser à la totalité sans s'adresser au Hirak. Ouais. Et on sait pertinemment, on peut pas nier qu'il existe dans le Hirak maintenant que toutes les tendances que ça cause, même des partis moi j'ai vu même au début du Hirak un sénateur qui encadre des manifestations au départ dans des wilayas de l'intérieur, après ils l'ont chassé, etc. Il y a eu des rapports de force sur le terrain qui se font, etc. Il y a plusieurs régions où il n'y a pas une tradition politique. Il n'y a pas eu assez d'expérience politique pour pouvoir savoir et pour qu'il y aura une auto-organisation efficace. Plusieurs cas existent. Après, bien évidemment, il faut relativer ces questions par rapport au réel et par rapport à je ne nie pas la tentative de la tentation répressive du régime, c'est clair. Pour revenir aussi sur la question du régime, le régime Bouteflika, on est bien d'accord, on est à la fin du régime Bouteflika, et la fin du régime Bouteflika ne veut pas dire la fin du système. Le système ne s'est pas effondré, ne s'est pas du tout effondré, parce que la colonne vertébrale du système, c'est l'armée. Je ne veux pas dire il faut que l'armée un jour, c'est-à-dire à la fin du processus, sort carrément du politique, qu'il soit sous l'autorité on a du mal, on a du mal à y croire aujourd'hui. Oui, pour répondre à la question, est-ce que Ben Salah est sur une trajectoire dictée par Gaël Salah? Moi, j'ai tendance à dire que ça dépend des semaines, ça dépend des jours, ça dépend des situations. Je pense que quand il a fait le 3 juillet son offre politique, effectivement, il l'a faite avec l'accord de Gaël Salah. Mais lorsque le Gaël Salah a vu ce qui s'est passé le 5 juillet, après cette offre politique, le 5 et le 6, donc la classe politique était obligée de surenchérir compte tenu de la vivacité populaire de la célébration du 5 juillet. La réaction, c'était le mercredi suivant, le 10, je crois, où Ahmed Gaël Salah a fait un discours qui a tout cassé sur l'offre de dialogue. Et donc, moi, je pense que c'est quelqu'un qui va à reculant vers le dialogue. Il sait qu'il n'a pas de solution. Il sait que il peut pas tenir le pays que par la sécurité, par le sécuritaire. C'est la seule chose qu'il a entre les mains. Il sait que quelque part il doit lâcher quelque chose. Il sait pas sur qui il doit s'appuyer. Il est toujours persuadé que dès qu'il va vers le territoire politique, il est sur le territoire du DRS et du général Toufir. Et donc il le fait à un pas devant, 2 pas derrière. Reculant. Voilà, à reculant. Et donc c'est ce qui explique cette façon erratique d'avancer. Et il a laissé en porte-à-faux Ben Salah le 10 après son discours. Ben Salah fait une offre et Ahmed Gaël Salah arrive derrière et il ratatine tout en menaçant le pouvoir le mouvement populaire. Pas de ceux qui disent Doula Madaniya, Maché Doula Askaria, etc. Et tant qu'on aura cela, je pense qu'on aura beaucoup de mal à formuler. C'est pour ça que je dis le problème numéro 1 pour construire ce dialogue, ça reste l'identité et le comportement de ce chef d'état-major. Un mot là-dessus, Amar? Gaël Salah pense que tout le mouvement est suscité et encadré et animé par les réseaux du DRS. Il le pense et il le dit carrément. Et il pense savoir que la branche politique des réseaux de l'ex-DRS est représentée par Ben Salah.
donc qui est resté fidèle à Saïd Bouteflika et Toufiq. Donc pour lui, il ne s'agit pas de négocier l'avenir de l'Algérie avec les gens, les Algériens qui sont dans la rue, mais il s'agit de le négocier avec les réseaux de l'ex-DRS à travers Ben Salah. Donc Ben Salah fait une offre, ils se mettent d'accord entre eux, ils font des offres, mais à chaque fois les ex-réseaux du DRS réagissent mal et ils n'acceptent pas ça, c'est pas satisfaisant pour eux, mais aussi il se trouve que les revendications de la population coïncident dans une certaine mesure avec les revendications des réseaux de l'ex-DRS. Sauf que tu m'expliques ce que c'est les réseaux de l'ex-DRS aujourd'hui. Hein. Il a des partis politiques, il a des syndicats, il a des patrons, mais il y a un serment de fidélité. Il y a un serment de fidélité quand on gagne des milliards avec quelqu'un. L'essentiel, c'est que il se trouve que les revendications de la rue coïncident parfois avec celles des réseaux de l'XDRS, mais c'est pas pour les mêmes objectifs. La population veut se débarrasser du système militaire pour instaurer une démocratie. Les réseaux de l'ex-DRS veulent se débarrasser de l'armée de Gaïd Salah, particulièrement parce qu'il représente un obstacle pour eux, pour mettre main basse sur toutes les institutions du pays et réactiver encore une fois la police politique. Fondamentalement, Gaïd Salah n'a pas tort de s'attaquer au réseau de l'ex-DRS. On va pas s'étaler là-dessus. Non, c'est-à-dire dans la même analyse, mettre sur le même pied d'égalité un mouvement où il y a des millions de personnes avec des réseaux qui sont complètement démontés. Je vais enchaîner. Voilà, et leur prêter des stratégies parallèles, etc. Je trouve ça affligeant. Voilà, c'est tout. Je vais vous lancer là sur autre chose. Ça me permet on a l'impression d'être avant le 22 février. Ça n'engage que moi. Amar, s'il vous plaît. On va terminer là-dessus. Vous me permettez de rebondir sur cette information. On ne sait pas où en sont les choses. Vous parlez de ce qui menacerait Gaïd Salah les services. Nzar ne fait pas partie des services de renseignement. Aujourd'hui, est-ce qu'il représenterait peut-être... fait partie du même plan. Oui. Alors, la question... Alors, je vais situer l'information qui est donnée par la presse, pas toutes. Ce sont les perquisitions qui auraient été menées donc par le fils de Khaled Nzar, l'ancien général. Voilà, avec des tweets qui ont été menées chez lui. Chez lui. Dans ses locaux, oui, qui ont été menés dans les locaux de son entreprise, SLC. De sa boîte de communication. SLC. Voilà. Donc, qu'il s'attaque au général Nzar aujourd'hui, est-ce que c'est une personnalité en plus à laquelle s'attaque Gaïd Salah et qui va être écartée, ou est-ce que c'est il faut dire déjà que un os sur lequel il faut dire déjà que très vite c'est pas une boîte de communication, c'est un fournisseur d'une solution de transmission internet sur laquelle il a pris une position quasi monopolistique. SLC fait du WiMax et il a du fait de la filière, de la filiation, la puissance de Khaled Nzar pris une position avantageuse sur ce marché. Voilà, ça il faut quand même le rappeler. Et les autres acteurs n'ont pas réussi à se développer de la même manière. Nous, on a envie qu'il y ait des histoires à succès, on a envie qu'il y ait des acteurs, de grands acteurs algériens qui soient à l'international, etc. Mais dans le cas de SLC, c'est une boîte qui aurait pu aussi émerger sans cette protection-là. Ça, c'est pour rappeler un peu les enjeux économiques qu'il peut y avoir derrière. Maintenant, Ahmed Gaïd Salah qui attaque Khaled Nzar, de mon point de vue, c'était inévitable. C'est-à-dire que quand on fait le spectre de toutes les personnalités de l'armée qu'il a ratatiné ces derniers mois, pour des raisons en général personnelles, Ben Hadid, c'est personnel, Ali Rdiri, c'est personnel. Bourga, c'est pas l'armée. Bourga, on est dans autre chose. Mais les personnalités militaires, ceux qui étaient en poste avant et qui auraient pu lui disputer le leadership, je pense à Saïd Bey, etc., qui étaient en poste, et qui ont été écartés ou mis en prison. Dans le cas de Saïd Bey, il est de retour en prison. Et évidemment, le général Toufiq et Tartak. Général Toufiq et Tartak, c'est une démarche politique qui considère que ce sont des gens qui allaient dealer différemment la succession de Bouteflika, et lui n'était pas dans ce deal, n'allait pas être dans ce deal. Quand on voit la trajectoire, Khaled Nzar allait arriver. Pourquoi ? Parce que Khaled Nzar est quand même le grand parrain de tous ces gens-là. Khaled Nzar, il n'y a pas à tout faire. Les gens qui disaient, moi j'ai toujours
il n'y a pas le patron de l'armée en 92 quand le processus électoral s'arrête, c'est d'abord Nzar, c'est sur le plan politique l'Arabie Belkhair parce qu'il a l'oreille de Chadli. Toufiq est un petit encore à l'époque. Hein. Après, il grandit dans les années 90, mais c'est encore un petit. Donc aujourd'hui, ce sont deux tranches de l'histoire de l'ANP qui s'attaquent l'une à l'autre. C'est ça qu'il faut regarder. C'est une tranche de l'histoire qui est incarnée par Khaled Nzar, qui a déjà fait un acte politique majeur, l'arrêt du processus électoral, qui entre en conflit avec une autre, celle de Ahmed Gaïd Saleh aujourd'hui, qui est dans un processus un peu identique face à un mouvement révolutionnaire. Ce que j'observe, je fais rapidement une comparaison, c'est que l'ANP, incarnée par Khaled Nzar en 92 et les années qui suivent, est une ANP qui a une armature politique. Elle réfléchit encore politiquement. Elle est encore imbibée par la tradition du mouvement qui fait que l'ANP est l'ANP. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher Boudiaf. Elle réfléchit politique. Boudiaf est assassiné, on ne rentre pas dans les détails. Elle trouve des solutions, elle ramène Zeroual. Ensuite, elle va chercher Bouteflika. C'est ça. Cette armée-là essaie de trouver des solutions et se mettre à chaque fois que possible, se remettre tout de suite derrière, ne pas réparer. Et Khaled Nzar fait de la politique. Khaled Nzar, sur le plan économique, je le rappelle quand même, il fait une orientation de guerre économique. Il va, quand Boudiaf décède, est assassiné, il ramène Bled Abdeslam. Donc sur le plan économique, il fait l'inverse de ce qui était dans la tendance Hamrouch des années d'avant. Et ensuite, il considère que c'est pas la bonne solution. Il change, il ramène et on passe au FMI et à l'accord de passer sur les fourches codines du FMI. C'est avec Touati comme conseiller, avec d'autres généraux, etc. C'est une armée. L'Arabie Belkhair, voilà. Et c'est une armée qui est un acteur. Aujourd'hui, on vient d'en parler, Ahmed Gaïd Saleh, qui ne peut rien faire de tout cela. Il ne peut pas du tout l'envisager. Il donne un petit lâcher de corde comme ça à Ben Saleh pour tout de suite lui enlever. Et qui ne peut pas s'envisager autrement que de faire des discours de répression et de fermer le jeu politique. Et en fait, ça veut dire quoi tout ça? Cet écart entre la façon de faire de la politique de l'ANP incarnée par Nzar et celle incarnée par Gaïd Saleh, ça veut dire que l'armée ne devra plus faire de politique parce qu'elle n'a plus les cadres pour le faire. Et moi, je m'en félicite. On est à la fin d'un cycle. Oui, c'est la fin. Juste par rapport à un détail là, c'est le groupe de Nzar Belkhair Al-Ammari qui a dit que nous sommes prêts à tuer 1 million d'Algériens. Oh, ça, c'est pas de la répression, c'est de la terre brûlée, pour qu'on soit. Attendez, qu'il n'y ait pas de malentendu, je suis pas en train de faire l'apologie d'un clan sur un autre. Moi, j'étais contre l'arrêt du processus électoral, et je considère que le général Nzar aurait dû être jugé. On est arrivé à la fin de l'histoire. C'est un autre débat. Voilà, un tête-à-tête avec une fin d'histoire. On l'espère, en tout cas. En fait, moi, je pense que je sais pas ce qu'il faut séparer entre l'affaire économique et l'affaire politique, parce que on a l'impression que Nzar a été ménagé jusqu'à maintenant sur le plan politique, parce que il n'a pas été attaqué. Pourquoi maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas de dossier après? Il en a déjà de dossier sur lui. Il faut pas oublier que faut un peu faire du factuel, parce que ce qu'il a dit sur Saïd Bouteflika avant son arrestation, qui était un peu il faut pas oublier qu'il a quitté l'Algérie, il n'avait jamais eu d'ISTN, Khaled Nzar. Maintenant, moi, je suis surpris de voir les choses aussi vite. On n'arrive pas à comprendre réellement ce qui se passe, réellement ce qui se passe exactement. Est-ce qu'il s'est senti visé directement? Khaled Nzar, il s'est vu, ou peut-être parce que c'est son fils qui a été visé, etc. Juste s'il y a des affaires moi je pense que les questions qui sont liées à la corruption aujourd'hui, qui sont en justice, contrairement aux affaires qui sont liées aux libertés, ils sont menés avec une certaine rigueur. Et ça, bien sûr qu'après on pourra discuter sur c'est discutable tout ce qui est mandat dépôt et les sanctions qu'il faut, etc. Où on jongle entre le judiciaire et le politique, entre l'économique et le répressif dans le sens politique aussi, etc. Mais il y a des dossiers. Et pour perquisitionner les locaux d'une société,
on n'est pas encore revenu aux années 90. Ça, on les perquisitionne pas comme ça, sans qu'il y aura un dossier, une enquête derrière, etc. Mais c'est la démarche. À chaque fois, on commence comme ça. On a perquisition, ensuite, on a des dossiers et des déclarations qui sont faites et la justice non, mais on est sur le côté corruption économique, oui, etc. Oui, Après, bien évidemment, on cible par ça sur. C'est clair. On va terminer, messieurs. Un dernier mot à Ammar. En fait, juste un mot sur Lotfi Nzar. Moi, je travaillais un peu dans la régulation. J'ai vu ses comportements. Il se comportait comme un vrai parrain, un vrai oligarque. C'est comme si l'institution qui régulait les télécoms n'existait pas. Bon, ça, c'est juste pour la petite histoire. Oui. Maintenant, pour Nzar, il a essayé au début de soudoyer Gaïd Saleh pour protéger justement ses affaires et les affaires de son fils et ne pas se faire massacrer, lui qui a commis beaucoup de forfaits. Maintenant qu'il est touché, il réagit. Et surtout que Gaïd Saleh est en position de faiblesse puisqu'il constitue une cible pour le Hirak. Maintenant qu'il est à genoux, on commence à l'attaquer. Il ne faut pas être surpris de voir demain des voix qui se sont tues jusque-là attaquer Gaïd Saleh parce qu'il est en position de faiblesse. Après Nzar, je suis certain qu'il y aura d'autres d'anciens militaires à la retraite, d'anciens officiers des services, etc., qui vont l'attaquer. Et rassurez-vous, c'est pas pour le bien des Algériens, c'est surtout pour préparer le terrain au retour de la police politique. Donc, moi, ni armée ni police politique. Si on reste condamné dans entre ce duo, on est foutu. Eh ben voilà, messieurs, je voulais pas terminer quand même sans dire un mot à propos de Dabbouz, du militant des droits de l'homme qui a entamé une grève de la faim et qui depuis 10 jours quand même, hein, ça fait 10 jours pour dénoncer le refus de la justice d'enregistrer la plainte de la famille du regretté Fakhar. Mais pas seulement, hein. Il est la cible d'injustice. Moi, je comprenais pas l'engagement et la radicalité de l'engagement de Salah Dabbouz avant d'avoir entendu son plaidoyer le soir de la mort de Fakhar en prison. Et on s'est rendu compte ce jour-là combien nous étions en situation d'apartheid. L'Algérie couvre un honteux apartheid dans la wilaya de Radaya. Et je comprends l'extrémisme et le caractère extrêmement risqué de son engagement aujourd'hui quand on entend ce récit-là. Cela dit, j'aurais voulu qu'il ne choisisse pas cette manière de lutter. Et évidemment, nous sommes engagés complètement avec lui. Voilà. Alors, c'est une belle manière de terminer. Je vous demande une dernière chose à propos du match de demain, parce qu'on est à la veille de l'Algérie-Sénégal, c'est la finale. Je sais que vous aimez ça. Non, la plus belle chose, c'est de savoir à l'avance que si jamais l'Algérie gagne, de savoir à l'avance que si jamais l'Algérie gagne, le pouvoir politique n'est pas en position de récupérer. Ça, c'est magnifique. Bien sûr. Il ne peut pas récupérer. Ça, voilà, c'est magnifique. Si l'Égypte avait gagné, avait été au bout, Sissi était en position de récupérer la victoire. En Algérie, personne n'a pu récupérer. Ben Salah va aller au stade. Oui, il va assister à la finale. Mais ça sera anecdotique. Voilà, c'est vraiment une osmose entre un peuple et son équipe, et l'équipe a choisi, à travers Ben Madi déjà, son positionnement, elle est avec le Hirak. Ouais. Ça y est, on finit là-dessus? Oui, on aura notre coupe comme c'est. Voilà. Comme c'est prévu. Après, c'est le football, ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais si jamais on gagne, ils ne peuvent pas récupérer. Qu'on gagne ou qu'on perde. En tout cas, jusqu'à maintenant, on n'a pas pu récupérer, hein. C'est pas rien d'arriver en finale. Merci, à bientôt. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.